Oui, bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, Monsieur Adja. Bonsoir, Monsieur. Bonjour, pardon, je sais le décalage. Donc, bonjour, Monsieur Segrouchny. Donc, on a plusieurs pans ici de la souveraineté économique hein, que vous pouvez représenter chacun à travers peut-être, Monsieur Adja, l'aspect de la robotique et de l'intelligence artificielle, Monsieur Segrouchny, des données, des data, et puis Monsieur Diallo de la problématique de sécurité économique et de géopolitique. Est-ce que, Monsieur Diallo, cher Babacar, Excellence, est-ce que vous pourriez nous dresser un petit peu un état des lieux sur la souveraineté économique africaine à l'aune de l'intelligence économique et avec votre vision justement de spécialiste de l'intelligence économique en tant que directeur général de l'école panafricaine d'intelligence économique de Dakar qui existe maintenant, vous nous le rappellerez, mais depuis plusieurs années. Bonjour, bonjour chers collègues panélistes, bonjour tous ceux qui nous écoutent ou regardent. À votre question, comme pour en juger l'ensemble des panélistes, il est extrêmement difficile aujourd'hui de répondre par l'affirmative, dans la mesure où, comme vous le savez, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a un peu plus de 10 ans maintenant, nous nous étions efforcés de faire en sorte que l'Afrique puisse s'approprier les bienfaits de l'intelligence économique, ce qui nous avait amené avec l'école de guerre économique, dont vous êtes d'ailleurs à l'époque, à introduire en Afrique pour la première fois l'intelligence économique pour faire en sorte qu'il y ait un essaimage, que les gens comprennent ses vertus, ses bienfaits, qui s'en approprient comme outil hautement stratégique pour comprendre l'importance de l'information stratégique, de la nécessité d'articuler ces questions d'information aux questions économiques. Aujourd'hui, puisque c'est le sujet qui nous est proposé, l'avènement du Covid-19 révèle en fait que l'Afrique est confrontée à un très sérieux problème. Parce que si on essaie d'analyser ce que c'est la sécurité économique en ces 5 points fondamentaux, notamment la volonté d'assurer la sécurité économique des États et des entreprises, qui relève de la profonde nécessité de comprendre le concept de compétitivité et de protection des atouts économiques dont on dispose, on se rend compte que sur ce plan-là, nos pays africains ont un retard. Lorsqu'on se rend compte que les États, comme les entreprises, possèdent des informations extrêmement stratégiques, extrêmement importantes, qui doivent être protégées d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on se rend compte qu'ils maîtrisent des procédés, ils ont à leur disposition des objets, des documents, des fichiers, un patrimoine informationnel considérable et que malheureusement, rien n'est fait au plan stratégique pour les protéger convenablement et les mettre à la disposition de l'économie, on se rend compte que sur ce plan-là aussi, il y a un retard considérable. Or, donc, aujourd'hui, il apparaît de manière extrêmement claire que, à défaut d'une très bonne appropriation de l'intelligence économique, à défaut de comprendre que nous sommes dans un monde résolument
en guerre sur le plan économique, nos pays et nos élites ont énormément de mal à appréhender la situation dans laquelle on se trouve, au point que même, et si j'en juge par l'intitulé du sujet, on essaie de partir de la situation chaotique provoquée par la situation de crise pandémique pour chercher à voir quelles voies et moyens il faudrait mettre en œuvre pour que nos pays se prémunissent de telles situations en sortant de la situation dans laquelle aujourd'hui on se trouve. C'est donc dire que la première chose qu'on doit faire remarquer pour montrer l'importance de la souveraineté économique, c'est que lorsque la crise est apparue, soudain, comme par hasard, il n'y a plus de multilatéralisme. Tous les pays, aussi bien développés que faibles, se recroquevillent sur eux-mêmes. Chacun cherche à trouver ses propres solutions. Même les organisations multilatérales telles que les Nations Unies n'ont pas eu cette spontanéité, comme ils le font d'ailleurs très souvent, de devoir convoquer d'urgence une réunion pour voir quelles voies et moyens au plan universel on devrait mettre en œuvre pour apporter des réponses globales à cette situation pandémique qui soudain est venue heurter de plein fouet le monde. Chacun cherche malheureusement à trouver ses propres solutions et c'est aussi le cas aujourd'hui, si on en juge ne serait-ce que par rapport à la problématique du vaccin contre le Covid. Ce qui montre donc que la notion de souveraineté économique a profondément un sens. Mais la souveraineté économique passe avant tout par la souveraineté politique tout court. Parce que sans souveraineté politique, il ne peut pas y avoir de souveraineté économique. Or, vous le savez tous, la plupart du temps, nos États, en tout cas en Afrique, sont particulièrement dépendants de l'extérieur. Rien, ou en tout cas les moyens qui sont en train d'être mis en œuvre, ne permettent pas encore à nos pays de se dresser correctement vis-à-vis de l'extérieur pour promouvoir à l'intérieur des voies de développement qui pourraient répondre aux aspirations des populations. Autrement dit, dans les difficultés face auxquelles l'ensemble des pays africains aujourd'hui sont confrontés, de savoir articuler l'universalité des besoins économiques internationaux à la particularité et la spécificité réelle de leurs problèmes, on se heurte à ce grand gap qui fait que lorsque le Covid-19 intervient, ou la Covid-19, selon, on est totalement désarçonné, on est totalement ébranlé. C'est donc dire qu'il importe aujourd'hui de comprendre que, malheureusement, l'Afrique ne pouvait être que totalement dépendante par rapport à cette crise, manque de laboratoires, manque de matériel de détection, manque de médicaments, dépendance à tous les niveaux, même sur le plan financier, partout, il faut que les pays africains aillent chercher des voies et des moyens, mais toujours à l'extérieur. Ça remet en perspective cette acuité de manque de souveraineté réelle, d'incapacité dans laquelle nous nous sommes trouvés de poser les véritables problèmes, les véritables postulats qui auraient pu nous permettre de résoudre l'ensemble de ces problèmes-là. C'est donc dire que, pour ne pas trop mobiliser la parole, puisque le temps qui m'est imparti est trop court, il est extrêmement important pour nous de repenser la souveraineté économique en Afrique. Je vais essayer de le faire en quelques petits points parce qu'on ne peut pas entrer dans tous les détails. D'abord, il est devenu extrêmement urgent, il devient extrêmement urgent que les pays africains cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des secteurs
dont pourtant ils ont des richesses importantes. Je pense notamment au secteur agricole, dépendance vis-à-vis du secteur sanitaire. Il n'est pas possible de voir toutes ces sommités mondiales qui parcourent toutes les grandes conférences du monde, qui font le bonheur de la plupart des pays du monde, qui sont en Afrique. Je pense notamment aux éminentes aux éminents chercheurs sénégalais, hein, et qui, lorsque le problème se pose sur le plan sanitaire, ils sont là, on n'a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis à leur disposition, parce que rien n'a été fait pour prévoir de telles situations, dépendance sur le plan industriel, dépendance sur le plan technologique. Donc, il est urgent que l'ensemble de ces retards-là soient comblés et qu'on mette en perspective l'importance de l'innovation et de la recherche. Il faut que les fonctionnaires africains arrêtent leur mimétisme. Il faut qu'ils libèrent les énergies, il faut que les pays africains libèrent les énergies pour laisser les gens s'engager de manière résolue dans des démarches d'innovation et de recherche en mobilisant les moyens sciés pour qu'on puisse arriver à des résultats qui soient exploitables et mis à la disposition des populations. Il est tout aussi important, sur le plan technologique, de veiller à ce que la mobilisation des transferts de technologies de pays à pays puisse se faire dans des conditions qui soient utiles, rentables pour le pays qui l'accueille. Il ne sert à rien pour des besoins de modernité, pour des besoins de ci ou de cela, de faire appel à un transfert de technologie extrêmement coûteux et qui après n'a aucune rentabilité ni sur le présent ni sur le long terme. On a perdu votre connexion depuis Dakar, puisqu'on ne vous voit plus, on ne vous entend plus. En tout cas, on va vous redonner la parole dès qu'on aura ce petit nouveau problème technique résolu. On a bien noté déjà quelques idées sur la nécessité de repenser la souveraineté économique en Afrique. Justement, peut-être un appel qui a été lancé ici en disant qu'il fallait mettre les citoyens africains devant dans une perspective d'innovation et de recherche. Est-ce que, monsieur Dr Eric Adja, vous pouvez réagir par rapport à ça sur quand monsieur Diallo parle de libérer les LRJ, de libérer l'innovation et la recherche? Qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle et vous voyez président de la fédération francophone d'intelligence, de l'agence francophone d'intelligence artificielle, quel est votre point de vue là-dessus, sur la souveraineté économique africaine? Je vous remercie. D'abord, M. Bello, de m'avoir invité à cette 5e édition des Assises africaines de l'intelligence économique. Bien sûr, j'étends ces remerciements à toute votre équipe, ainsi que mes salutations aux honorables et distingués membres de ce panel et des panels, enfin du panel précédent et des panels suivants. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée, je voudrais d'abord peut-être parler du lien entre intelligence artificielle et intelligence économique, puisque c'est à ce titre que j'ai été invité en qualité de président de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle, une fondation basée à Genève, mais qui travaille au service des pays francophones en général et africains en particulier. Et comme vous le savez, l'intelligence artificielle se développe de plus en plus, non seulement aux États-Unis et en Chine, qui sont les deux puissances en la matière, mais surtout en Europe et de plus en plus sur le continent africain. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle surtout de traitement de données massives. On parle de big data en anglais, mais pour le lexique francophone, nous préférons parler de données massives, donc de traitement de données massives. Et justement, nous percevons le lien avec l'intelligence économique parce que traiter des données massives, c'est aussi assurer de la veille, recueillir des informations
et justement établir des comparaisons stratégiques. Ce sont des enjeux qui se retrouvent donc aussi bien dans le cadre de l'intelligence artificielle que dans les enjeux de l'intelligence économique. Alors justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Diallo tout à l'heure en ce qui concerne la nécessité d'une prise de conscience en matière d'innovation et de recherche pour assurer la souveraineté économique de l'Afrique. Cependant, on pourrait se permettre d'interroger d'ailleurs ce concept de souveraineté économique africaine, étant donné qu'elle est, de notre point de vue, étant donné qu'il s'agit de notre point de vue d'un processus à construire. Les questions principales à se poser concernent justement les fondements de cette souveraineté économique. Qu'est-ce qui permet justement de pouvoir caractériser cette souveraineté économique, puisque aujourd'hui il y a des enjeux, il y a des projets, des processus comme la constitution d'une zone de libre-échange continentale. Vous le savez autant que moi, il y a des enjeux liés à la monnaie, notamment dans les pays francophones. Il y a des questions liées au franc CFA, qui aussi posent des questions de souveraineté économique. Il y a des enjeux liés à la captation de valeur, avec enfin, la question de coopération et de captation de valeur, comme vous le savez, avec la question des matières premières des pays africains, le rôle des puissances comme la Chine. Il y a un certain nombre d'asymétries que l'on remarque dans les relations économiques, justement, entre l'Afrique et un certain nombre de puissances. Donc, tous ces enjeux, justement, méritent d'être étudiés au regard de la question, au regard de la problématique de la souveraineté économique. Alors, quel rôle l'intelligence artificielle peut jouer dans cette discussion, dans ce débat? Justement, notre analyse, notre réflexion, c'est que aujourd'hui, comme le démontrent les recherches et les statistiques, l'IA pourrait multiplier par 2 le taux de croissance, non seulement des pays comme la France, d'ici 2035, mais aussi des pays africains en modifiant la nature du travail. Vous voyez, tout en explorant une nouvelle relation entre l'homme et la machine. Donc, l'impact des technologies basées sur l'intelligence artificielle devrait augmenter l'efficacité du travail de près de 40% dans certains pays, comme justement les pays africains qui justement souhaitent voir comment modifier les tâches et permettre aux salariés de travailler plus efficacement. Donc, l'IA peut là devenir un outil puissant pour les experts de l'intelligence économique par sa capacité à traiter donc des données massives, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout un outil privilégié de veille, d'analyse, de communication d'influence, qu'il s'agisse de l'analyse des données issues des réseaux sociaux ou du web. L'IA est en capacité de fournir une aide importante à la décision dans tous les métiers de l'intelligence économique, notamment en facilitant les tâches chronophages. Ainsi, pour la veille économique, l'intelligence artificielle peut analyser la tonalité d'un contenu qui peut être économiquement positif, neutre ou négatif, et aussi justement transformer sous forme lisible des données non structurées en tableau de bord pour justement permettre la décision économique. Alors, de notre point de vue, c'est que il ne s'agit pas seulement pour l'Afrique d'affirmer ou de parler de souveraineté économique, mais de pouvoir mettre en place un certain nombre de stratégies pour que cette souveraineté puisse non seulement être effective, mais prendre en compte aussi les partenariats stratégiques à mettre en place dans le contexte de mondialisation actuelle. Justement, nous le voyons avec la COVID-19, il y a nécessité de pouvoir avoir des politiques équilibrées entre l'ouverture nécessaire dans le cadre de la mondialisation et justement les politiques beaucoup plus ancrées sur les aspects nationaux. Et justement, l'un des enjeux principaux de l'intelligence économique est de pouvoir disposer donc d'un avantage stratégique,
d'une donnée particulière pouvant mener à une prise de décision optimale pour l'entreprise, pour l'organisation ou pour le pays qui l'utilise. Donc, à ce titre, l'intelligence artificielle, justement, pourrait devenir un élément clé dans l'analyse des informations stratégiques pour l'Afrique. C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons citer un certain nombre d'études qui montrent comment des pays comme la Chine investissent massivement en matière d'intelligence artificielle pour justement développer les prédictions, les prévisions économiques. Alors, c'est le cas de, on peut citer l'étude, le plan de développement pour une intelligence artificielle de nouvelle génération, publié en juillet 2017 par la Chine, qui justement a pour but de créer un nouvel avantage compétitif pour ouvrir le développement de nouveaux espaces et protéger efficacement la sécurité nationale. C'est donc dire que l'IA et l'IE, si je veux me contenter des sigles, ont partie liée dans cette nouvelle stratégie mondiale, à la fois de compétition, mais aussi de coopération. Il y a donc pour ouvrir des perspectives à ce niveau, remarquez qu'il ne s'agit pas aussi de tomber dans la naïveté qui consiste à croire que les choses, enfin, que le jeu est déjà gagné ou que le jeu est uniquement ouvert, mais il s'agit de travailler pour construire un jeu à somme positive afin que les pays soient gagnants mutuellement pour justement éviter ce que le député Cédric Villani appelait le risque de cybercolonisation. Il y a un réel risque de cybercolonisation face auquel justement la souveraineté économique de l'Afrique devrait pouvoir être affirmée, mais non seulement affirmée, mais il faut le mettre en place dans des politiques économiques bien précises au niveau de l'Union africaine, au niveau sous-régional, au niveau des groupements sous-régionaux, mais aussi au niveau national. Vous voyez? Donc, il nous paraît primordial de pouvoir non seulement prendre en compte les réalités qui se mettent en place, mais voir comment faire en sorte que l'intelligence économique puisse vraiment contribuer à la souveraineté de ces pays-là. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire pour cette première partie du débat. Merci, merci beaucoup, M. Adja. Je propose à M. Ouchny de nous donner son point de vue. Monsieur Adja a bien introduit justement la problématique via l'intelligence artificielle et la souveraineté, la problématique des données, hein, vous disiez du stockage de ces données. Et quel est, vous, votre point de vue en tant que président de différents organismes au Maroc, hein, en charge de la protection des données et de l'information? Je vous rappelle, le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel et président de la Commission du droit à l'accès à l'information. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces aspects-là de souveraineté économique et de données? Je remercie M. Yann Bello pour cette invitation. Je salue mes collègues panélistes ainsi que l'assistance. Je pense que cette problématique de souveraineté, enfin, je suis amplement d'accord avec ce qui a été dit, est une problématique à traiter de façon très sérieuse. Cependant, il y a peut-être quelques précautions à prendre pour arriver à des objectifs et des buts très opérationnels et très concrets et être en mesure de pouvoir infléchir la réalité des choses. Pour moi, la souveraineté, enfin, je vais utiliser ce terme à défaut d'en utiliser un autre, mais peut-être que ce n'est pas le terme qui serait le plus adéquat. Parce que souveraineté, parfois, est synonyme de fermeture. Or, par rapport aux problématiques des données et par rapport aux problématiques, alors je ne parlerai pas d'algorithme, je ne parlerai pas d'intelligence artificielle pour une raison que je vais expliquer. À mon sens, aujourd'hui, nous avons une couche de données qui est de plus en plus étoffée
qui peuvent passer de données à caractère personnel de façon raisonnable en termes de volume à ce qu'on va appeler la big data ou les données en volume de masse. Et au-dessus de cette couche, il y a une couche qui va permettre d'élaborer les décisions automatiques. Et pour atteindre ou pour réaliser des décisions automatiques, on a recours à plusieurs moyens. On a recours à la dimension algorithmique. On peut avoir recours à l'intelligence artificielle. Souveraineté nous ramène également à considérer ce qui est connu dans d'autres domaines, dans d'autres cultures, par l'approche par stock, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai une richesse particulière dans mes coffres, chez moi, sur mon compte bancaire, dans ma poche, c'est parce que je maîtrise un stock de richesse que je suis riche. Il y a une autre façon d'être riche qui est de gérer la richesse par les flux. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on a dans sa poche qu'on est riche, donc on a la valeur, mais parce qu'on est au carrefour d'un ensemble de flux de production de valeur ajoutée et que, étant au niveau de ces flux, on se retrouve en position de bénéficier de la valeur ajoutée apportée par chacun des flux. En d'autres termes, si on a une approche de la souveraineté par le stock, on va être dans une vision statique de la souveraineté, dans une notion de souveraineté statique. Si on est dans une approche par les flux, il y a des chances qu'on soit dans une logique de souveraineté dynamique. Pourquoi je parle de ces deux concepts, la souveraineté statique et la souveraineté dynamique, pour dire qu'aujourd'hui, avec la pression des technologies et la pression des usages, il me semble compliqué de nous enfermer dans une notion de souveraineté statique et que c'est plutôt dans une logique de dynamique que l'on doit envisager la souveraineté. Et donc, c'est cette souveraineté dynamique qui va nous pousser non pas à suivre un modèle de fermeture et un modèle de protection excessive, mais plutôt une souveraineté dynamique qui va nous pousser à maîtriser les nouveaux enjeux, à former nos compatriotes, à s'assurer que l'on sait faire par nous-mêmes au même titre que nos amis par ailleurs, et qu'on est dans une logique de complémentarité. C'est cette souveraineté dynamique qui, à mon sens, permettra à l'Afrique d'avancer et à éviter de se retrouver à trop parler de souveraineté de ce statique qui puisse ne pas l'aider à progresser et qui risque de la maintenir dans un état de peur qui empêche le vrai progrès et le vrai développement. Donc voilà ce que je voulais dire. Souveraineté statique versus souveraineté dynamique. Il faut faire attention à ne pas tomber dans un des cas, celui de la souveraineté statique, et que l'enjeu, le véritable enjeu, il n'est pas vraiment dans les données, l'enjeu est au niveau des mécanismes de fabrication des décisions automatiques. Et c'est ces mécanismes-là, certes, on peut dire que pour les contrôler, il faut verrouiller en amont et verrouiller ce qui alimente ces mécanismes de décision automatique, c'est-à-dire la donnée, mais là, c'est comme si on décidait d'assécher nos capacités d'évolution pour résoudre une problématique de souveraineté statique. Il faut au contraire être en mesure d'avoir la maîtrise de ces mécanismes de décision automatique pour pouvoir envisager l'option de la gouvernance dynamique. Je vous remercie.
de ses propos sur la souveraineté en lien avec les données et cette notion du coup de souveraineté statique et dynamique, de stock et de flux, très intéressante et pleine de perspectives pour le continent. Je vois qu'on a retrouvé Babacar Socrate Diallo. Vous aviez été interrompu dans votre propos. Du coup, on avait passé la parole aux autres intervenants, M. Adja et M. Segouchny, en lien justement sur l'intelligence artificielle et puis à l'instant sur les données et le lien avec la souveraineté. Peut-être vous voulez poursuivre votre propos de tout à l'heure sur l'aspect géopolitique et les conditions sur lesquelles vous étiez arrêté de repenser, la nécessité de repenser la souveraineté économique en Afrique. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Adja et son prédécesseur. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un contexte où le dernier intervenant l'a dit très clairement, ce qui importe davantage pour nos pays, je pense que M. Adja l'a aussi abordé en essayant d'articuler l'intelligence artificielle à l'intelligence économique, c'est véritablement de penser les stratégies, Imaginez que dans la plupart du temps, dans le pays, nous mettons en œuvre un certain nombre d'initiatives, mais malheureusement et bizarrement, toujours en appel à des experts de l'extérieur. Mais pensez-vous que ces expertises qui viennent de l'extérieur, surtout pour l'essentiel nos décideurs, nos dirigeants comptent, pensez-vous que ces personnes-là vont livrer toute leur expertise et après nous laisser libres? Jamais de la vie. Et que donc, il est aujourd'hui de plus en plus important que nous puissions demander à l'ensemble de nos dirigeants d'accepter de savoir se poser. Ils essaient d'intégrer dans leur démarche la nécessaire dimension stratégique qui doit impliquer l'ensemble des populations, en particulier tous ces biens esprits qui sont là, qui ne demandent qu'à mettre en œuvre leur savoir, leur savoir-faire et leur connaissance au service du développement économique et social des populations pour une plus grande attractivité de nos populations, de nos économies. Et que il y a des questions qui sont très simples. Tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié M. Adja quand notamment il a fait allusion à la souveraineté monétaire. Je vous donne un exemple qui est très simple. De souveraineté économique. Dans le contexte où on est actuellement en train de parler de la mise en place de l'ECO. Mais imaginez 8 pays africains qui sont au sein de l'UEMOA. Pour avoir leur souveraineté économique, est-ce qu'il ne serait pas plus facile pour ces 8 pays-là de demander à traiter directement avec l'Union européenne, avec la Banque centrale européenne, avec l'aide de la France? Non. On va demander à la France de garantir plutôt l'ECO par rapport à l'euro. Donc, quelque part, c'est nous-mêmes, c'est les Africains eux-mêmes qui organisent leur insécurité économique. Et très souvent, il faut le dire, c'est peut-être parce que, à côté, il y a tellement de choses à faire nos dirigeants, nos décideurs, que peut-être à côté, ils n'ont pas le temps de s'écouter eux-mêmes pour pouvoir penser qu'en procédant de telle manière, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus utile pour nos populations que d'utiliser d'autres formes. C'est pareil. Aujourd'hui, une des principales difficultés de l'Afrique, des dirigeants africains, c'est que pour l'essentiel,
ils ne sont même pas informés des ressources dont ils disposent. On parle beaucoup de ressources dont l'Afrique dispose, on fait beaucoup d'incantations en matière de stratégie, mais on ne se donne même pas le temps ni la peine d'inventorier l'ensemble des ressources, donc des informations économiques qui sont disponibles sur l'ensemble du continent et pour chercher à les organiser autrement. C'est la raison pour laquelle j'apprécie beaucoup l'initiative de Dakar Sciences Po, la nouvelle grande école panafricaine de sciences politiques, qui a mis dans son agenda en priorité la nécessité d'organiser ces premières rencontres de géopolitique africaine en 2021 pour essayer justement de mobiliser les Africains, comme aujourd'hui Jean-François vous est en train de le faire par rapport à l'expérience économique, de comprendre que si on ne comprend pas sa géopolitique, si on ne connaît pas sa géopolitique, pour l'articuler à une stratégie gagnante, éclairée par l'intelligence économique, qui tient compte de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, nous n'arriverons à rien. Parce que, figurez-vous, vous avez parlé tantôt de la cybercolonisation, néologisme que j'apprécie énormément. Nous risquons effectivement d'entrer dans une nouvelle ère de cybercolonisation. Parce que imaginez l'ensemble des données que nos populations, à travers leurs smartphones, à travers leurs ordinateurs, à travers les réseaux sociaux, imaginez l'ensemble de ces informations-là, l'ensemble de ces données qu'on est en train de livrer à l'extérieur, qu'on est en train de livrer aux puissances, ensemble de données qu'ils vont utiliser, qui constituent une matière première fondamentale, qui vont être utilisées pour constituer les bases de l'intelligence économique et de l'intelligence artificielle plutôt, et nous risquons demain, sur la base des propres données que nous communiquons sans nous en rendre compte, sans savoir la portée, les risques, les dangers, les menaces et autres, nous sommes en train d'alimenter le processus qui demain, à travers l'intelligence artificielle, et ça commence d'ailleurs, va nous recoloniser. Donc, ça montre, François, encore une fois, les raisons pour lesquelles vous méritez d'être félicité, parce que, quand même, aujourd'hui, les assises africaines de l'intelligence économique entrent dans leur 6e année, et vous l'avez fait par militantisme essentiel, puisque après avoir contribué à la création de l'école panafricaine économique, vous avez poursuivi votre démarche, et nous sommes constamment là avec vous pour travailler en cela, parce que, en nous arc-boutant aux données, aux éclairages que l'intelligence économique nous permet de voir, on en arrive à découvrir un certain nombre de réalités, de vérités où nos pays doivent enfin comprendre que ce n'est pas en vendant des licences à Huawei, à Free, à telle ou telle autre grande entreprise, en retirant de l'argent frais tout de suite qu'on va à l'économie sociale. On doit, encore une fois, et je dis avec force, compter sur nos forces, compter sur nos propres forces, compter sur nos valeurs, sur nos richesses, sur notre intelligence. Les pays développés ne sont pas plus intelligents que nous. Ils n'ont pas plus de savoir que nous autres. Ce qui nous importe juste, la seule chose qui nous manque en Afrique, c'est que nous ne croyons pas en nous. Nous ne croyons pas en nous. Nous croyons davantage aux valeurs qui nous sont données de l'extérieur qu'à nos propres valeurs. Alors qu'ici, à l'intérieur de ce continent-là, il y a des valeurs, des sommités telles que si on leur donnait la possibilité de mettre en œuvre un tant soit peu d'initiative qui va dans le sens de la préservation et du développement de la souveraineté économique, il y a très longtemps, nos pays auraient décollé. Mais imaginez toutes les grandes multinationales qui sont là, qui sont entre les mains étrangers. C'est pourquoi mon prédécesseur a dit tout à l'heure, il faut faire très attention. Certes, la mondialisation fait que nous sommes totalement ouverts, ça c'est le principe de l'universalité.
c'est l'universalité économique. La mondialisation fait que personne ne peut se reposer sur quelque autarcie économique que ce soit, mais dans cette universalité, nous devons arriver à trouver une relativité. Nous devons arriver dans cette relativité à retenir ce qui est spécifique par rapport à nos intérêts propres, par rapport à nos besoins propres, par rapport aux besoins de nos populations, par rapport aux paradigmes sur lesquels nous pensons que nous devons, sur lesquels nous pensons devoir nous appuyer pour asseoir notre développement économique et social. Voilà grosso modo ce que je voulais dire. Encore une fois, François, je vous remercie et j'espère que vous serez là en 2021 à nos côtés pour accompagner Dakar Sciences Po, cette première grande école panafricaine de sciences politiques sous la direction de Madame Mariam Aïdara, qui va inviter l'ensemble des Africains à cette première grande manifestation et je sais que je serai pouvoir compter sur vous. Je vous remercie. Merci, Claire, merci, Excellence. Très bonne nouvelle de cette prise de conscience, enfin, en tout cas, action sur la géopolitique en lien avec la souveraineté. Est-ce que, messieurs Adja ou Sebojni, vous voulez, peut-être avant de collecter quelques éventuelles questions parmi les participants, réagir ou échanger par rapport à ce qu'ont dit les uns et les autres? Je vous remercie. Vous m'entendez? Oui. Alors, je voudrais remercier M. Diallo et M. Degouni, effectivement, pour les contributions intéressantes à ce débat et surtout la notion de souveraineté dynamique qu'on pourrait aussi justement disons, on pourrait parler de souveraineté intelligente, justement, pour nos pays, parce que l'enjeu est de savoir comment mettre en œuvre cette souveraineté dans un contexte de mondialisation. Mais un contexte de mondialisation renforcé aujourd'hui par le numérique et l'intelligence artificielle. J'aimerais mentionner 3 aspects. D'abord, l'importance de la volonté politique des dirigeants. Ensuite, la nécessité d'une nouvelle gouvernance des données. Et enfin, la nécessité de coopération originale et innovante pour justement assurer cette souveraineté dynamique. À ce sujet, nous, au niveau de l'AFRIA, nous pensons que l'intelligence artificielle peut être un atout pour l'intelligence économique parce qu'il s'agit de 2 démarches collectives qui ont pour but effectivement d'assurer l'exploitation stratégique de l'information. N'oublions pas que l'intelligence économique s'appuie aussi sur des éléments tels que la veille informationnelle, la protection économique et l'influence. Et justement, à ce niveau, les pays africains devraient pouvoir justement se garder de toute naïveté en ce qui concerne justement leurs intérêts économiques, parce que n'oublions pas que dans le contexte de la mondialisation, les acteurs économiques cherchent à accroître et à imposer leur puissance dans ce nouveau monde fortement numérisé où l'information, les données deviennent l'or noir du 3e millénaire. Alors, il y a effectivement à appeler les États africains, aussi les entreprises africaines, à adopter des stratégies de gouvernance de leurs données qui puissent être réalistes, mais tout en tenant compte des jeux qui se jouent, parce qu'il y a des jeux et des enjeux qui se mettent en place. N'oublions pas quand même que le continent africain, aujourd'hui, compte plus de 500 millions d'utilisateurs d'Internet, dont près de 200 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux qui génèrent chaque jour une masse considérable de données. Alors, il y a un marché de données qui se met en place pour justement les GAFAM et aussi les différents acteurs. C'est de savoir alors, dans ce contexte où les données circulent de façon exponentielle,
comment est-ce que stratégiquement, les pays peuvent mettre en place des choix stratégiques pour non seulement assurer une certaine souveraineté numérique, mais aussi faire des choix technologiques qui puissent garantir que ces données soient aussi utiles aux populations africaines. Donc, il y a vraiment dans cette problématique, il y a des aspects à la fois géopolitiques, mais des aspects économiques et surtout, n'oublions pas, des aspects de renforcement des capacités. Nous n'avons pas beaucoup parlé des enjeux de formation, mais nous ne pouvons pas parler de souveraineté sans garantir aussi la formation des cadres de demain, la formation des entrepreneurs de demain, la formation de ceux qui doivent garantir cette souveraineté intelligente et dynamique. Alors, c'est quelques aspects que j'avais souhaité rajouter, en finissant par un point qui nous semble aussi important, c'est celui des investissements stratégiques étrangers qui ont aussi un rôle vital dans les pays africains. Comment justement attirer les investissements directs étrangers tout en garantissant justement les intérêts des entreprises locales. C'est là où nous parlons de coopération innovante à mettre en place pour pouvoir justement avoir définir des critères d'intérêt stratégique, vous voyez, les enjeux d'approvisionnement, d'avance technologique, de sécurité des données, et s'ouvrir aux investissements étrangers, sans lesquels ce serait difficile d'avancer, tout en formant une élite locale, une élite économique locale, qui puisse collaborer, coopérer avec les investisseurs étrangers. C'est là un des enjeux aussi de l'intelligence économique à mettre en place et à piloter au plus haut niveau par les gouvernants selon une volonté politique affirmée. Voilà un peu les trois éléments sur lesquels nous avions voulu revenir pour compléter les éléments qui ont été apportés tantôt par nos prédécesseurs. Merci. Merci. Est-ce que, en cas, vous pourriez également nous présenter justement l'Agence francophone de l'intelligence artificielle et ce que vous mettez en place pour le continent africain sur cet aspect d'intelligence économique et de souveraineté également et d'intelligence artificielle? Je vous remercie. Alors, l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle est une fondation internationale de droit suisse dont le siège est à Genève, qui est née donc il y a un peu plus d'une année. Après mes fonctions, que je préside aussi, je préside depuis la création, après mes fonctions au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, comme directeur du numérique et directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest. Et l'AFRIA, en une année justement d'existence, a déjà travaillé dans trois domaines principaux. D'abord, la formation en intelligence artificielle. Dans le mois de mai dernier, nous avions en partenariat avec le ministère de l'Intérieur du Sénégal, organiser une sensibilisation d'une vingtaine de gouverneurs sénégalais sur les enjeux de l'intelligence artificielle territoriale, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'IA pourrait aider justement les gouverneurs à prendre des décisions importantes liées à la sécurité dans les régions. Mais au-delà des aspects de sécurité, nous réfléchissons aussi justement aux enjeux de sécurité alimentaire, aux enjeux de déplacement des populations pour justement prendre en compte des aspects liés à l'intelligence économique. Nous réfléchissons actuellement justement sur un projet pour les enjeux liés aux aspects donc, de changement climatique qui sont aussi non seulement des enjeux géographiques, mais aussi tout à fait économiques. Nous travaillons actuellement aussi avec GSMA, l'organisation donc des opérateurs de téléphonie, dans le cadre de ce qu'on appelle la mobilité des données, pour voir comment justement le recueil de données de mobilité peut permettre de faciliter la prise de décision liée au traitement, liée justement aux aspects sanitaires dans le contexte actuel, pour établir des tableaux de bord et faire en sorte que les populations, les déplacements des populations puissent être des facteurs qui puissent orienter les traitements et l'anticipation dans les politiques publiques liées à la pandémie actuelle. Nous travaillons aussi, l'AFRIA travaille actuellement à mettre en place
tout un programme de formation des entreprises africaines en matière donc, de traitement des données pour justement orienter les investissements structurants dans les pays en fonction des capacités de consommation de ces investissements et surtout en fonction des produits d'exportation selon les pays africains. Donc, en fonction des pays, il y a un type de financement adapté et ce travail de réflexion en amont peut permettre de mieux orienter en fait les flux financiers qui sont de plus en plus demandés par les États africains. Voilà quelques exemples sur lesquels l'Afria travaille actuellement. Merci beaucoup. Je profite d'ailleurs de ce lien avec l'intelligence artificielle pour dire que nous avons une autre table ronde dans le cadre des assises en fin de journée, donc à 17h GMT, 18h heure de Tunis et Rabat, sur le lien justement entre l'intelligence économique et l'intelligence artificielle, avec un cas particulier sur le cas de la Côte d'Ivoire, avec notamment le focus sur une entreprise qui met ça en place sur tout ce qui est ville intelligente, avec différents intervenants. Donc, on pourra en rediscuter également tout à l'heure. On va conclure donc notre table ronde ici sur la souveraineté économique. Si vous aviez un mot éventuellement à ajouter. Écoute, très rapidement, parce que je pense que tout le monde veut aller. Bon, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention des deux précédents intervenants. Effectivement, le problème de la souveraineté est posé, il est posé un peu partout. Mais bon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a de très grands groupes mondiaux, ce qu'on appelle la GAFA, qui maîtrisent toute cette partie intelligence économique et intelligence artificielle. Nos amis chinois, ils sont très en avance par rapport à l'Europe, par rapport même aux États-Unis. Donc, il y a de grands enjeux internationaux. Aujourd'hui, l'Afrique, dans le cadre de la souveraineté, tous les pays africains, est-ce que notre souveraineté, est-ce que réellement est aujourd'hui sauvegardée, si je peux m'exprimer ainsi? Aujourd'hui, même l'Europe, même les pays européens ne peuvent pas prétendre à un tel privilège. Vous savez, aujourd'hui, quand vous consultez n'importe quel site au niveau du commerce électronique, par exemple, vous êtes suivi pendant très longtemps. On vous dit, voilà, ils vous proposent des produits similaires, ils vous proposent des produits moins chers, ils proposent des produits équivalents aux concurrents, etc. Si on reste dans la logique de l'économie, si je peux dire, aujourd'hui, la question qui me paraît primordiale, c'est que comment nous, pays africains, puissions utiliser, comme le disait notre ami marocain tout à l'heure, utiliser ce réseau d'intelligence économique pour pouvoir développer nos échanges et pour pouvoir développer nos entreprises, notre économie. Quelqu'un a cité la ZLECAf tout à l'heure, la zone de libre-échange continentale. Il y a une très grande opportunité pour l'ensemble des pays africains. Et moi, je considère honnêtement, et j'ai eu l'occasion d'intervenir au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour dire à peu près la même chose, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros problème que nous traversons, c'est l'information économique et c'est l'intelligence économique. Aujourd'hui, sur les 54 pays qui ont adhéré à cette zone de libre-échange continentale, si vous prenez, on est très peu informé des opportunités économiques qui existent dans les différents pays. Et les structures intermédiaires que nous sommes, particulièrement les chambres de commerce, ne sont pas toujours outillées pour pouvoir mettre à disposition des entreprises et des opérateurs économiques une information qui est à la fois actualisée, une information pertinente et une information qui est exploitable par l'entreprise et par l'opérateur. Aujourd'hui, si on veut développer notre économie et on veut donner une opportunité à nos jeunes, essentiellement les jeunes diplômés dans les pays africains, pour créer de nouveaux projets, il faudrait qu'on puisse, que ce réseau
d'intelligence économique puisse mettre à disposition des informations pertinentes, utilisables. Et je pense que un réseau d'intelligence économique à travers l'ensemble des pays africains peut aider les opérateurs et peut aider les jeunes promoteurs à développer cet aspect-là. Quelqu'un a parlé de la formation professionnelle également. La formation professionnelle, c'est un outil très important. Bon, disons, la souveraineté est importante, mais aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse profiter de tous ces outils qui existent pour qu'on puisse développer, pour qu'on puisse se positionner sur le plan économique, sur le plan environnemental aussi. L'environnement a beaucoup d'opportunités aussi, et sur le plan de l'entrepreneur en général. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci à tous. Du coup, je vous propose de s'arrêter là pour cette conférence de notre matinée et de se retrouver du coup sur un prochain webinaire qui est consacré donc à nouveau à l'intelligence économique en Afrique avec Monsieur Biefo qui nous vient d'Abidjan, du CEPICI, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, avec Monsieur Moutaïb qui nous vient de Rabat, qui est directeur des programmes à l'École de guerre économique du campus de Rabat, Monsieur Philippe Clerc, président de l'Académie de l'intelligence économique et conseiller pour la prospective à CCI France, dont on a beaucoup parlé sur les chambres de commerce en lien avec pas mal d'autres pays francophones, et Monsieur Alain Baroni, dirigeant de la société d'études Framatech. Donc, je vous propose de se retrouver tout à l'heure sur ce même lien à 13h30 GMT, soit 14h30, heure de Paris, Rabat et Tunis, pour ce troisième séminaire de la journée. Nous aurons ensuite à 15h15 GMT les présentations de différentes initiatives en intelligence économique, une dizaine d'initiatives sous forme de pitch et de 10 minutes de présentation chacun, et puis enfin une dernière table ronde qu'on a évoquée tout à l'heure à 17h GMT sur l'intelligence économique et l'intelligence artificielle, le cas de la Côte d'Ivoire. Merci à tous et à tout à l'heure.